Suicide ou assassinat, les 16 membres de la secte du Temple solaire portent tous des traces de balles apparentes. Les sphères du pouvoir en France sont-elles infiltrées par des sectes? Possible, répond un rapport du Parlement français. Noël, c'est le jour J, le soir J, le moment des derniers achats, reportage dans cette édition. Le centenaire du cinématographe, à ne pas manquer, la présentation à la fin du journal de la caméra en bois des Frères Lumière. Madame, Monsieur, bonsoir. 48 heures après la découverte dans le massif du Vercors des 16 cadavres, dont 3 enfants membres de la secte du Temple solaire, le procureur de la République de Grenoble déclare cet après-midi que ce suicide collectif ressemble également à une série d'assassinats organisés puisque tous les cadavres portent des traces de balles apparentes. Reportage Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. C'est donc ici, au fond de cette cavité naturelle, que les corps des 16 membres de l'ordre du Temple solaire ont été retrouvés. Le lieu s'appelle le Puy du Diable. On imagine mal que le hasard ait conduit le groupe dans un site aussi reculé. Les 16 victimes étaient disposées ici, en arc de cercle, comme un soleil. Les traces de cendres témoignent de la forte combustion qui a suivi la mort. Dans cet endroit macabre, les gendarmes ont retrouvé 4 armes, dont 2 appartenant à des policiers français membres de la secte. Tout d'abord, chacun des corps qui a été découvert porte une ou plusieurs traces de blessures par balle. Certains de ces corps, peu d'entre eux, portent des traces de blessures par balle d'un calibre différent. On peut également penser, de par la découverte d'emballages de médicaments et de produits toxiques, que ces personnes, préalablement à leur décès, ont absorbé des produits de type sédatif ou toxique. On a également relevé sur les visages de la plupart d'entre eux des restes ou des traces de sacs plastiques de couleur sombre qui avaient probablement été placés sur leur visage avant la mort. L'identification des victimes est en cours depuis que les corps ont été transportés hier au centre funéraire de Grenoble. Les enquêteurs ont la quasi-certitude que le fils et la femme de Jean Vuarnet font partie du groupe. Parmi les victimes figureraient également les 2 policiers français adeptes de la secte. Des papiers leur appartenant ont été retrouvés à bord des véhicules garés à proximité du lieu du drame. Ce matin encore, les gendarmes ont ratissé toute la zone à la recherche du moindre indice dans ce Vercors sauvage, choisi sans que l'on sache pourquoi, pour être le théâtre d'un rituel macabre. Les 16 victimes ont donc été identifiées, mais leurs noms n'ont pas été révélés. Pour autant, on est pratiquement sûr que parmi elles figurent la femme et l'un des fils de l'ancien champion de ski français Jean Vuarnet. Notre confrère de France 3, Pierre Freudenreich, a rencontré Jean Vuarnet et son fils cadet Alain. Tous les 2 témoignent. Jean Vuarnet exprime sa colère face à l'inertie notamment de la justice, face aux sectes, et son fils Alain raconte sa dernière entrevue avec sa maman. S'entrechoquent aujourd'hui 2 genres de sentiments, des souvenirs avec d'immenses richesses de bonheur vécues pendant de longues années avec toute la famille, donc avec maman et Patrick. Et une colère aujourd'hui qui certainement m'aide à me préserver, mais qui est réelle parce que une colère de voir que c'est complètement insensé. Si vous considérez qu'ils étaient atteints d'une forme de maladie, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Par contre, j'en veux à d'autres. J'ai entendu encore hier qu'il y a le vice-président d'une commission qui planche en ce moment sur le plan parlementaire sur la question, mais que ça débouche, parce que ça va mal se terminer. J'ai pas l'intention d'être tendre, ça c'est sûr. Et si la loi veut continuer à ne pas l'être, on va revenir à l'époque des cow-boys. Colt à la ceinture. Les gens devront s'organiser en milice. Est-ce que c'est ça que nos parlementaires veulent? Quand je vois avec horreur ce mandat-Rome invraisemblable qu'on a laissé s'ériger sur notre territoire français, mais on est timbré dans ce pays. Nous sommes des fous. Et des fous pas courageux surtout. Moi je me rappelle d'un fait très précis. Il y a 3 semaines, j'avais maman à la maison qui dînait et bon, on avait des discussions diverses. Et je lui ai dit, dis donc maman, en fait, est-ce que tu as entendu des rumeurs? Est-ce que d'après toi, est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce que ça se restructure? Est-ce qu'il y a un nouveau leader, etc. Elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant, mais Alain, tu sais moi,
je suis en dehors de tout ça, j'ai pris du recul, je ne sais rien. Je veux dire, elle me mentait déjà. Et je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que elle était, comme disait mon père, elle avait un virus, elle avait comme un poison manipulé. J'ai essayé de découvrir la pensée de mon frère, mais il m'en a jamais parlé comme ça. Il trichait avec moi en permanence. Il trichait avec moi, il me disait ce que j'avais envie d'entendre. Moi, je me rappellerai toujours Patrick, qui 3 jours après l'événement l'année dernière m'avait dit « Mais Alain, c'est toi qui es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion. » Alors, voyez-vous la tâche pour nous, pour essayer de se rencontrer. Avec le temps, j'imagine que j'aurai que des belles images, parce que on a vécu tellement de moments de bonheur. Mais je vais me battre, par contre, je ne vais pas me laisser faire. Moi, je veux passer Noël avec ma famille. Je veux boire un verre avec mon père, je veux bien manger avec mon père. Je veux vivre. Les sectes qui ne sont pas tout aussi dangereuses que celles du temple solaire se comptent par milliers dans le monde, c'est vrai, et par centaines en France. Au point, comme le disait à l'instant Jean Vuarnet, que les députés français ont mis sur pied une commission d'enquête qui va très prochainement, début janvier, rendre son rapport. Les parlementaires s'inquiètent de l'infiltration des sectes dans les sphères du pouvoir, politique, administration, justice. Marie-Hélène Bonneau, Mickaël Darmon. Les 30 députés de la commission installés au sein de l'Assemblée nationale depuis 6 mois siègent à huis clos. Ils ont voté le secret. Une 50aine de personnes ont été auditionnées, des responsables et anciens membres de sectes et des spécialistes de la question. Les sectes semblent vouloir investir la société française. C'est vrai que pendant les auditions, certaines personnes nous ont laissé entendre qu'il pouvait y avoir des infiltrations dans la haute fonction publique, mais je n'ai aucune preuve de cela et je me garderai bien de l'affirmer. C'est la même chose en ce qui concerne les députés. Évidemment, on aurait pu imaginer que, pourquoi pas, il y ait des députés membres de sectes. Je pense que dans ce cas-là, ils auraient été volontaires pour siéger dans la commission et que les travaux que nous avons tenus secrets auraient connu quelques révélations à l'extérieur. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est exagéré de dire que le pouvoir, le monde des dirigeants est infiltré par les sectes. Néanmoins, je puis porter le témoignage que dans des affaires judiciaires qui mettaient en cause l'église de Scientologie, il y a toujours régné un climat extrêmement tendu. Et il y a eu des pressions manifestes, et pas simplement des manifestations publiques, mais des pressions à l'égard des magistrats qui étaient amenés à statuer sur ces affaires et qui ont ressenti la difficulté de juger de telles affaires. Bien entendu, les témoins et les personnes qui ont comparu n'étaient jamais très à l'aise. La commission a dénombré en France 1 millier de sectes. En 3 ans, 27 affaires ont été jugées, 16 classées sans suite, 7 non-lieux et seulement 3 condamnations. C'est particulièrement difficile de trouver un arsenal législatif qui permette de concilier à la fois la liberté d'opinion, qui est une valeur fondamentale de la démocratie, et en même temps la nécessité qu'il y a de protéger parfois les gens. 20 propositions seront remises le 11 janvier au président de l'Assemblée nationale. Les députés de la commission vont demander aux magistrats d'être plus fermes. En direct de Grenoble, notre envoyé spécial Benoît Gadret. Benoît, bonsoir. L'important cet après-midi, Benoît, c'est que le procureur ne parle plus seulement de suicide collectif. Alors, je crois que ce soir, on peut dire très clairement que dans cette affaire, il y a évidemment un assassinat. Plusieurs assassinats même, et notamment des assassinats d'enfants, puisque, en toute logique, il est inconcevable, inimaginable que les enfants, les 3 malheureux enfants, se soient donné la mort. Tout à l'heure, le procureur nous a dit la chose suivante: il est possible, sinon probable, que les assassins figurent parmi les victimes. Il paraît moins probable, a-t-il ajouté, qu'une tierce personne soit responsable de cet assassinat et quitter les lieux après avoir accompli son forfait. Donc je crois qu'on peut dire ce soir que le parquet de Grenoble planche plutôt pour la thèse de l'assassinat collectif suivi de 1, 2, voire 3 suicides. Alors une enquête va être ouverte qui pourrait, Benoît, s'intéresser non seulement à la dernière affaire en date d'hier, donc, mais aussi à celle de 94, les 53 premières victimes. Alors tout à fait, il y a un élément très important ce soir, c'est qu'une information judiciaire a été ouverte tout à fait normalement par le parquet de Grenoble, information judiciaire pour assassinat au pluriel, mais également pour association de malfaiteurs. Pour le procureur,
Tout à l'heure, il nous a expliqué pendant la conférence de presse que pour lui, cet assassinat a été préparé, il a été délibéré, il a été prémédité. Nous avons affaire, a-t-il dit, à une véritable organisation criminelle. Le juge pourrait donc être amené à s'intéresser à des faits antérieurs à ceux du drame du Vercors et notamment à ajouter le procureur dans un cadre international, sous-entendu au drame, aux assassinats de Chéry, des chalets de Chéry et de Salvan il y a un an. Donc je crois que ce soir, on peut dire que la justice française relance en quelque sorte l'enquête puisqu'elle ne veut faire toute la lumière sur cet ordre du Temple solaire et elle veut également s'intéresser à ce qui se passe en Suisse. Merci. La presse de Genève fait état aujourd'hui de responsables de la secte du Temple solaire qui continuerait, il faut employer le conditionnel, à assurer le fonctionnement de l'organisation. Au nombre d'entre eux, un chef d'orchestre, Michel Tabachnik, que l'on voit ici en concert, en répétition. Le musicien est mis en accusation notamment par Jean Vuarnet. Michel Tabachnik, lui, dément formellement appartenir de près ou de loin à la secte du Temple solaire. Je n'appartiens pas à l'ordre du Temple solaire, je n'ai pas de carte de membre, je n'ai jamais eu de carte de membre du Temple solaire, je n'appartiens à aucun ordre quel que ce soit. Cela dit, j'ai naturellement, si on me met en rapport avec cet ordre, c'est qu'il y en a. Ils sont les suivants, en l'occurrence, la dernière fois que j'ai eu affaire à cet ordre, c'est sur une invitation de l'ordre en juillet 1994, en juillet 1994, où j'ai donné 2 conférences comme invité, alors que je n'étais pas apparu comme invité à cet ordre depuis au moins 2 ans avant. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, en 4 ans, ces gens m'ont vu 2 fois. Un certain nombre de témoignages, évidemment, aussi vous ont nommément accusé d'avoir participé à une réunion très importante qui devait justement éliminer la branche canadienne de l'ordre. Je nie alors vertement. Je n'ai jamais participé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais participé à ce genre de structuration de l'ordre. Je sais que le grand maître de l'époque, qui s'appelait Falardeau, Luc Jouret, l'ancien grand maître, et Di Mambro, naturellement, s'occupaient de ces choses. Mais moi, activement, je n'ai jamais participé. Ce qui s'est passé naturellement aux yeux, j'imagine bien, parce que je vois tout à fait ce qui peut se passer, aux yeux des gens, des observateurs, c'est que m'ayant vu, à ce moment-là, invité pour faire cette conférence avec ces gens, se sont imaginés que... Mais en l'occurrence, non. Je ne suis même pas au courant de ce que vous me dites là. 1 an et demi après le premier suicide collectif donc des 53 membres du Temple solaire en Suisse et au Canada parallèlement, la justice suisse, c'est vrai, n'a toujours pas prononcé d'inculpation. Ce qui étonne, entre guillemets, l'avocat des parties civiles dans cette affaire. Entretien Éric Lemasson à Genève. On avance le fait, vous l'avez entendu comme moi, que c'est précisément parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque homme ou chaque membre d'une secte. Bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Je crois qu'on pouvait cibler sur un certain nombre de personnes. Je n'ai pas à dire l'identité ici. Je rappelle que le dossier est secret. Les avocats n'y ont pas accès. Les avocats des victimes depuis plus d'1 année. Ce qui est d'ailleurs assez consternant, conforme à la loi, mais consternant. Donc je pense qu'il y avait moyen, si ce n'est d'éviter le drame, en tout cas de prendre peut-être les choses de manière... je dirais pas plus au sérieux, mais avec plus d'impact, plus de puissance de feu, si j'ose dire. Et je pense que cette affaire ne s'est pas improvisée, que tout a été méticuleusement préparé, organisé, commandité, exécuté. Je reste donc très sceptique sur cette thèse qui tendrait à considérer que tous les gens se sont donné la main sur le chemin les menant à la mort. Il n'est tout de même pas interdit de penser qu'il y a peut-être des gens effectivement qui tirent les ficelles, qui ont joué ne serait-ce qu'un rôle de relais, de messager, et qui sont peut-être en liberté aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de la manière la plus complète possible sur cette tragédie ce soir. À noter encore que le père d'une jeune Française, Céline, 19 ans, lance un appel après la disparition mystérieuse de sa fille, la semaine dernière sur une route anglaise, alors qu'elle se rendait en autostop dans le sud du pays. On a perdu sa trace depuis qu'un routier anglais l'a embarquée à bord de son camion. La jeune fille était partie lundi dernier de son domicile en Haute-Saône. Cette fois-ci, nous y sommes, c'est Noël. Cet après-midi, beaucoup de magasins et de grands magasins en France sont restés ouverts jusqu'au dernier moment, l'ultime minute, pour les retardataires ou encore ceux qui sont en panne d'idées. Reportage dans le centre de Paris. Jean Pézieux, Guillaume Fautra. À quelques heures de Noël, dans ce grand magasin de la rive gauche, la tension est montée d'un cran. Pour les enfants, les premiers intéressés, pour les parents aussi. Au rayon jouets, en tout cas, beaucoup essaient de rattraper leur retard. Ce qui n'empêche pas d'emballer dans la bonne humeur. Pourquoi seulement si tard? Pas possible de faire les magasins, pas le temps, rentrer trop tard, partir trop tôt. Et voilà.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Pourquoi ils arrivent à la dernière minute? C'est à cause des grèves, ils n'ont pas pu venir dans la semaine, évidemment. Vous avez l'impression qu'ils achètent autant, plus, moins? Ah non, pas plus, non. Grève ou pas, il y a toujours ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Des magasins d'ailleurs ont été créés à cet effet, comme celui-ci où on a du mal à circuler. Il est ouvert jusqu'à 2 h du matin et on y trouve tout pour les retardataires, n'est-ce pas monsieur? Ah ouais, carrément dernier moment. Ouais. Mais c'est là que c'est le plus excitant parce qu'on est obligé de choisir sur le coup, quoi. Ça c'est un petit peu tous les ans pareil. Hein. On travaille beaucoup entre 18 h et 22 h ici dans les drugstores. Hein. Mais on travaillera surtout beaucoup demain parce que tous les magasins sont fermés. L'excitation des achats de dernière minute, on l'a constaté, fait partie de la fête. Un plaisir qui devrait durer pour certains jusqu'au jour de l'an. L'actualité internationale, c'est avant tout aujourd'hui un événement qui prendra sans aucun doute sa place dans l'histoire, le premier Noël à Bethléem sous administration palestinienne après le retrait des troupes israéliennes. Laissons un instant de côté la politique pour nous intéresser à un orphelinat de Bethléem qui porte un nom prédestiné, la crèche. Les petits pensionnaires attendent chaque année ce jour avec impatience. C'est le jour où la vie leur sourit un peu. Charles Anderlin. Jésus s'appelle Younes. C'est un enfant abandonné. Il a 1 mois. C'est une fille mère qu'on a dû cacher et puis l'enfant automatiquement il est abandonné. Ces 2 petits là qui sont habillés en berger et la femme de Bethléem, c'est des petits des cas sociaux. L'autre a été rejeté de la maison par la belle-mère. Et celui-ci, le père, est un malade mental qui battait toujours ses enfants. Cet orphelinat de Bethléem est tenu par la communauté des filles de la Charité. Elles accueillent une 60aine d'enfants. C'est un petit, il était roulé dans un journal et puis posé au bord de la route. Il était encore en sang et il est venu à 1,8 kg. Et il va bien? Il va bien. Craignant les réactions des familles et du milieu social, des filles mères abandonnent leurs enfants. Certaines surmontent la crise avec l'aide de l'orphelinat. Au moment où ça apparaît, on les fait travailler, soi-disant ils travaillent, et une fois la maternité qu'ils ont donné l'enfant, automatiquement elles l'abandonnent. Mais c'est toujours en accord avec les services sociaux. Pour ces enfants, Noël est une fête exceptionnelle, la seule où ils reçoivent des cadeaux. Des poupées ou des nounours, des jeux éducatifs pour les plus âgés. Les sœurs ont très peu de moyens. Courte visite maintenant en direct à Bethléem. Charles Anderlin, bonsoir. Ce soir, Yasser Arafat a décidé d'assister à la messe de minuit. Pour une fois, ça n'est pas arrivé depuis longtemps, le Proche-Orient se présente sous son meilleur jour, en tout cas celui de l'espoir, de la réconciliation, voire de la paix. C'est le message qui vous est envoyé ce soir de Bethléem, où règne une atmosphère extraordinaire. Derrière moi, vous voyez la place de la Mangeoire, noire de monde, une foule immense, des Palestiniens, chrétiens, musulmans. Il y a également des militaires palestiniens qui se mélangent à des dignitaires chrétiens, à des touristes, à des pèlerins étrangers. Yasser Arafat assistera, comme vous l'avez dit, à la messe de minuit. Il a décidé toutefois d'adopter un profil un peu plus bas que ce qu'il avait prévu à l'origine. Il n'a pas accueilli le patriarche latin aujourd'hui à son arrivée à Bethléem pour ne pas froisser les sensibilités des dignitaires chrétiens. Merci Charles. En bref encore, élection législative en Turquie. Les premières tendances font apparaître ce soir une courte avance du parti islamiste qui est contre, vous le savez peut-être, le rapprochement de la Turquie avec l'Europe et son entrée dans la communauté, devançant d'une très courte tête donc le parti laïque de droite du Premier ministre actuel, Madame Tansu Çiller. Noël, c'est un leitmotiv qui revient un peu partout dans le monde aujourd'hui. Premier Noël de paix depuis 4 ans à Sarajevo dans une famille mixte. Une mère serbe, chrétienne, et un père musulman, dont les 2 filles, des jumelles de 16 ans, ont décidé finalement d'embrasser la religion catholique. Dorothée Lyric, Jean-François Hoffmann, Stefano Poli. Ida et Inès avaient 13 ans quand elles ont choisi de devenir catholiques et de se faire baptiser. C'était la guerre, elles parlaient de la peur et de l'espoir. Rien d'étonnant dans ce choix de la religion catholique, si ce n'est que la mère des jumelles est serbe de confession orthodoxe et le père musulman. Drôles de jeunes filles, elles ont même un jour bouleversé le pape lors d'une émission en direct de Sarajevo. C'était en septembre, elles s'adressaient à Jean-Paul II, le visage baigné de larmes.
Pour moi, c'était quelque chose de magnifique. J'étais comblée, remplie de l'Esprit de Dieu. C'est inoubliable. Et je me suis rendu compte que malgré toutes les horreurs de la guerre, on pouvait survivre grâce à la foi. Qu'ils soient musulmans, orthodoxes ou catholiques, les Sarajeviens n'ont jamais été très pratiquants. Comme Ida et Inès, beaucoup le sont devenus pour oublier les blessures de la guerre et ne pas devenir fous. Il y a des images de cette guerre que je n'oublierai jamais, comme ce jeune homme qui a perdu sa jambe quand un obus est tombé tout près de nous. En fait, jamais je n'oublierai tous les grands massacres sur le marché ou dans la vieille ville. Je crois qu'avec cet accord de paix, il n'y aura plus d'obus, plus de morts. Et en ce qui concerne la vie quotidienne, ça va s'améliorer. Mais le plus important, c'est qu'il n'y ait plus de tirs. Aujourd'hui, c'est le premier Noël de paix, après presque 4 ans de siège. Ils sont venus nombreux à la cathédrale pour chanter la paix, mais aussi oublier et pardonner. Parmi les fidèles, une femme serbe, la mère des jumelles, assise au milieu des catholiques. Elle est persuadée que tous pourront un jour revivre ensemble. Je pense que notre famille est un bon exemple de la Bosnie, où tout le monde vit ensemble. Mais ce qui a gâché cette union, ce sont des extrémistes, ceux qui ont tué, pour que les gens se déchirent. Le rêve de la famille Kuborovic, c'est retrouver le Sarajevo d'avant-guerre. Ida et Inès attendent aussi une chose avec impatience, passer un week-end au bord de la mer. Retour en France avec un attentat la nuit dernière à Bastia, en Corse. Une forte explosion a détruit en très grande partie l'hôtel des impôts. Sans faire de victimes, heureusement, l'attentat a été revendiqué par le FLNC Calan Historique, l'aile la plus radicale de l'organisation clandestine corse. Encore une forme de conte de Noël pour une famille lyonnaise qui s'était retrouvée sans logement. Depuis quelques semaines, le père chômeur dormait dans la voiture, sa femme et les enfants dans un refuge. Grâce à une association lyonnaise d'entraide, ils ont retrouvé un toit pour célébrer ce réveillon. Cette association a déjà réquisitionné une centaine d'appartements à Lyon. Elle participe au plan d'urgence du gouvernement qui voudrait trouver 10 000 logements pour les sans domicile fixe avant la fin du mois de mars prochain. Jean Pézieux, Stéphane Chopin. Pendant une semaine, Jean-Pierre a dormi dans sa voiture sur un parking. Sa femme, elle, a trouvé refuge avec leurs 4 enfants dans un foyer. Sans emploi, endettés, ils étaient à la rue, quand par hasard ils ont appris qu'on crée des logements d'urgence pour les familles. Dans cet immeuble, l'association Habitat et Humanisme aménage 7 logements. Pas de loyer à payer pour Jean-Pierre et Christine, mais une faible redevance, 200 francs par mois, ainsi que les consommations d'eau, gaz, électricité. Le logement, par ailleurs, est entièrement meublé. C'est un peu le rêve, parce qu'avec ce qu'on a subi ces derniers jours, c'est inespéré. C'est un beau cadeau de Noël. Et ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Là, ça va être très bien. Pour nous qu'on n'a rien, ça va être fantastique. On a de quoi se coucher, on a de quoi se chauffer, de quoi se laver. Un toit sur la tête, je crois qu'on ne peut pas demander mieux que ce qu'on peut avoir là maintenant. Literie, table, appareils ménagers, les logements ont été équipés par la caisse d'allocation familiale. Pour aménager ces logements anciens, peu de travaux, plomberie, électricité surtout. Le séjour en logement d'urgence est limité à 6 mois, le temps de trouver un logement durable. C'est dans le quartier de la Confection que sont situés ces logements, au cœur de la ville. Car la localisation des logements d'urgence dans le centre a des conséquences pour l'avenir des familles. Le problème de ces logements d'urgence, c'est qu'en périphérie, ça pose d'énormes problèmes pour les familles qui en ont besoin, alors qu'en plein centre, elles ont toutes les facilités pour se réinsérer, les écoles, les bus, les moyens de transport en général. Faute d'acheteurs, l'immobilier va mal, le propriétaire, le Crédit Agricole, a confié les lieux à l'association qui en fait des logements d'urgence. Une démarche volontariste qui n'est pas la seule à Lyon. Au lieu de laisser vides ces immeubles à démolir, la ville y aménage 2 logements. Résultat, au 31 décembre, 60 familles du département ne seront plus à la rue sans que l'État pratique de réquisition. Une originalité lyonnaise qui marie sagesse et solidarité. Pour les plus chanceux, c'est la période des vacances et des sports d'hiver avec sur les pistes une querelle, qui n'en est pas toujours une d'ailleurs, entre les skieurs traditionnels et les surfeurs qui peuvent présenter un danger, c'est vrai. Dans la station des Angles, dans les Pyrénées-Orientales, une solution a été trouvée. Christophe Larocca, Olivier Combe. C'est sûr, vu sous cet angle, ils peuvent effrayer un peu. Les surfeurs ont leur look, leur monde, et s'ils s'amusent parfois à faire peur aux autres skieurs, ils ne sont pas véritablement plus dangereux. En guise de trêve entre skieurs et surfeurs, voici ce que révèlent les dernières statistiques disponibles.
On peut dire qu'il n'y a pas plus de collisions skieurs-surfeurs que skieurs entre eux ou autres. Quand on dit le surf est dangereux, c'est un fantasme? Oui, on s'en aperçoit maintenant, après quelques années d'études, le surf n'est pas plus dangereux que le ski alpin. En fait, il existe un petit risque supplémentaire pour les débutants. Durant 8 jours, le surfeur novice a du mal à maîtriser sa planche. Cette position, mademoiselle, torse face à la pente, va vous mener tout droit au tapis. Une gêne certes pour les skieurs, mais pas de quoi déterrer l'âge de guerre. Et l'appréhension des skieurs, vous la sentez, vous? Je l'ai senti au début quand j'étais débutante, parce que le fait est qu'on a du mal à maîtriser et on rencontre souvent des skieurs. Mais je tombais dans leurs bras, alors ça leur plaisait plus ou moins, quoi. Ils disaient trop rien. Contrairement à d'autres stations, aux Angles, on a choisi d'attirer les surfeurs. Pas de tracasserie au remont de pente, certains jours ils sont près de 30% à fréquenter les pistes. Alors pour préserver la paix entre tous, on incite les amateurs de glisse à prendre des cours le plus tôt possible. En école de ski, on touche beaucoup de surfeurs qui ont commencé tout seuls et le problème, ils n'ont pas les bases. Et ce problème du haut du corps, ils vont tourner par avantage, comme on dit, c'est tout faux. Et là, pour nous, c'est difficile. En 2 heures, on peut, paraît-il, acquérir des bases, mais pour s'attirer des regards admiratifs, comptez tout de même un peu plus. Nous évoquions tout à l'heure les achats de dernière minute à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Beaucoup de Français choisissent d'aller faire leurs emplettes à Londres. Dans la capitale anglaise, comme à Paris, il existe des maisons de prestige pour cadeaux du même nom. Bernard Lebrun, à Londres. À Pointé, en qualité de fournisseur de l'honorable duc d'Édimbourg. C'est un signe, un label. Signe que vous allez entrer dans le monde de l'excellence, de la tradition, terme préféré à celui de luxe par les Anglais. Bienvenue chez Sir Harry Solland, armurier des rois, sultans et autres maharajas de la planète depuis 1835. Fabrication à la main de paires de fusils, comme on dit ici, et non de vulgaires fusils de chasse. 2 à 4 années de travail par pièce, leur prix entre 400 et 600 000 francs. À ce prix-là, on en vend peu, mais une centaine par an tout de même sont fabriqués. Non, ce que l'on vend d'abord ici, ce sont des produits dérivés. C'est une image, un style, le style britannique, façon acajou, argenterie, tweed et vieux cuir. Et surprise, c'est un Français qui est le fidèle gardien de ce temple de la tradition. Bon, je crois que le luxe, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui peut être mal compris. C'est pas quelque chose de superfétatoire. C'est la quintessence de la qualité. La quintessence de la qualité de la matière première, la quintessence de la qualité de la fabrication. Et ça, c'est le vrai luxe anglais. Ce que les Français, comme les touristes du monde entier, viennent chercher à Londres en y réalisant leur Christmas shopping, c'est une part de ce parfum rare de la vieille Angleterre. Penhaligon's, jadis barbier parfumeur de Winston Churchill et de milliers d'officiers de l'armée de Sa Majesté, aujourd'hui propagandiste de l'art de vivre britannique. Couturier tailleur depuis un siècle, Simpson à Piccadilly est l'inventeur de ce fameux costume uniforme rayé porté de la City au Parlement. Jadis coiffé d'un melon en peau de lapin, comme chacun le sait, les distingués gentlemen se rendaient ainsi au bureau comme au club. À côté, le petit jeune Mulberry, dernier arrivé au Walpole Committee, cette association britannique façon Comité Colbert à Paris, des grandes marques anglaises, fait figure de révolutionnaire. Fondée en 1971 par ce jeune couturier, il y a seulement 25 ans, cette maison a su s'appuyer et contourner la tradition. Aujourd'hui, tout le monde veut toucher la tradition, je pense, parce que nous sommes dans les temps difficiles à ce moment. Toutes les guerres, Yougoslavie, Middle East, nous avons la peur. En tous les cas, si vous avez aussi peur des prix, un conseil, mieux vaut attendre les soldes qui, depuis toujours, comme chacun le sait, là encore, démarrent chez Harrods le 26 décembre. Le Père Noël n'a pas de nationalité, vous le savez, sa légende est vivante et différente dans de nombreux pays. En Islande, par exemple, dans la semaine qui précède le 24 décembre, ce n'est pas un Père Noël qui fait parler de lui, mais plusieurs qui cherchent à troubler la vie des enfants, pas toujours très sages. Geneviève Moll, Bernie Mériot. Dans ce pays glacé, peuplé d'elfes et de trolls, vit une méchante ogresse qui fait bouillir les petits-enfants turbulents. Elle s'appelle Grilla. Elle a 13 fils, tous plus chenapants les uns que les autres. Avant Noël, elle les envoie dans les fermes isolées ou dans les villages de pêcheurs à la recherche de chair fraîche. Mais les enfants islandais se méfient. Et depuis le 12 décembre jusqu'à l'épiphanie, le 6 janvier, ils se tiennent tranquilles. Alors les enfants de Grilla se déchaînent pour attirer l'attention.
L'un claque les portes, l'autre lèche les marmites, un troisième vole les saucisses, un quatrième le fromage blanc, un cinquième renifle à tout va. Lorsque les enfants rencontrent ces Pères Noël très particuliers, le premier abord est dubitatif. Et même lorsque les fils de Grilla ont envie de jouer, on se méfie. Pourtant, ils ne sont pas vraiment méchants, ces enfants de Grèce. Ils savent rire, amuser les petits, faire des bêtises, comme tous les garnements du monde. Ils en oublient presque leur rôle, qui est de ramener de la chair fraîche à leur mère. Peut-être au cours des siècles, ont-ils perdu leur vrai pouvoir. Toute cette histoire des Pères Noël que nous vivons comme ça, à l'avant, est une façon de replonger dans notre passé qui disparaît, qui a disparu, mais qui est quand même encore très proche. Dans ce pays glacé où les légendes sont toujours vivantes, ce soir, les enfants de Grilla sont bredouilles. Car les petits Islandais ont été très sages. Encore une belle histoire maintenant. Le 28 décembre 1895, sur les grands boulevards à Paris, les Frères Lumière organisaient leur première émission de cinématographe, comme on disait à l'époque. Il aura donc 100 ans, ce cinématographe, cette semaine. Et à cette occasion, la rédaction de France 2 va vous proposer chaque jour, dans le journal de 13h et à 20h, une séquence tournée aujourd'hui avec la caméra des Frères Lumière. Une caméra en bois, mais une vraie, Gérard Dalmal. Mais oui, c'est un document mondial. Vous avez là un document qui est à la limite un des survivants, n'est-ce pas, des 410 caméras qui ont été faites par les Frères Lumière entre 1895, 1894 et 1907. Alors c'est une caméra donc qui permettait de filmer en plan fixe, c'est-à-dire qu'elle avait un plan séquence. Il y avait 50 secondes de film, vous voyez, elles sont là plutôt les secondes, 50 secondes en plan séquence. Alors, vous avez devant cette boîte aux images, est en bois, en noyer. Vous avez devant un objectif très simple, n'est-ce pas, qui permettait évidemment le filmage en direct, mais 50 secondes fixe, sur pied fixe, n'est-ce pas. Et vous aviez le système derrière. Alors évidemment, la manivelle, tout à l'heure on va la manier, ce sera plus simple. Voilà le placard aux confitures qui s'ouvre par derrière. Vous avez le système, n'est-ce pas. Le chargeur du film étant là, 50 secondes exploitables, passer là, 17 mètres de longueur, passer devant le viseur dans lequel on faisait le point avec un compte-fil, n'est-ce pas, préalablement, pas de viseur, donc évidemment pas de zoom, pas de moyen, d'optique en quelque sorte, et se chargeait dans le chargeur escargot qui recueillait le film impressionné. Voilà, vous avez donc l'arrière avec évidemment la petite manivelle, et devant, alors vous allez voir à l'intérieur, c'est très simple aussi, enfin en apparence c'est simple, hein, parce qu'en réalité c'est pas simple du tout. Là, vous avez donc le fonctionnement de l'obturateur. Je vais le faire fonctionner lentement afin qu'on voit le mouvement. Vous allez voir, c'est très simple. Et ça fonctionne comme un moulin à café, ou plus exactement comme une machine à coudre. Et c'était, dit-on, la légende le raconte, on chantait Sambremeuse, la marche Sambremeuse, n'est-ce pas, pour donner la cadence des 19 images secondes à peu près. Le régiment de Sambremeuse. Oui, là il avance très vite. Pour donner la cadence, à peu près. Hein, à peu près. Voilà. Merci Gérard. Ce sont donc des reporters d'images de France 2 qui vous présenteront chaque jour donc de cette semaine une séquence tournée avec cette caméra en bois des Frères Lumière. Alors tournée par des reporters de chez nous, mais aussi par des grands réalisateurs de cinéma. Alors le premier à s'exprimer ce soir, eh bien c'est ni plus ni moins que Claude Lelouch. Colle-toi un petit peu plus là, parce que voir derrière, voilà. Oh, c'est marrant. Tout à l'envers. Hein. Tout à l'envers. On est parti, action! Ouais! Allez! Plus de passion encore! 13, voilà! 14, 15, ouais! 16, 17, 18, 19. On fait avancer le cramming un poil plus vite! 22.
Au prochain numéro, c'est demain à 13h et demain soir. Du cinéma encore ce soir, 20h50, Alibaba et les 40 voleurs, film de Jacques Becker avec Fernandel, et ce sera en couleur. 23h45, messe de minuit en direct de Notre-Dame de Paris. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Demain soir, ici, à 20h, ce sera Benoît Duquesne qui vous retrouvera. Je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.